sommaire de cette édition, grosse frayeur ce matin sur un vol de la compagnie Ethiopian Airlines. L'un des réacteurs de l'avion a pris feu quelques minutes après le décollage de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Mais plus de peur que de mal. Pénurie de sang dans la région médicale de Matam, l'hôpital de Ourossogui qui polarise tous les districts de la région et même Bakel n'est plus en mesure de prendre en charge les urgences. Dans ce journal, le cri du cœur des techniciens. Affaire du détournement présumé de 94 milliards de francs CFA au trésor public, la guerre des mots avant le huis clos de l'Assemblée nationale vendredi prochain. Les avocats du leader du parti PASTEF prennent la parole cet après-midi. Dans le camp de la majorité, c'est un tir groupé contre Ousmane Sonko dans les médias. Les autorités publiques des assurances de la CEDEAO en conclave à Dakar au centre des discussions, l'accélération des paiements des sinistres dans le cadre de la carte brune d'assurance. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Tension politique en Guinée et au Mali. À Conakry, l'opposition appelle à manifester contre un troisième mandat du président Condé. Et à Bamako, l'opposition dite significative boycotte le lancement du dialogue politique. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le fils de l'ancien président Jacob Zuma fait face à une commission d'enquête pour une affaire de corruption. Rendez-vous dans quelques minutes pour le développement de tous ces titres, Binta Diallo. À présent, les titres sport avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Début des demi-finales de l'UFOA avec la Côte d'Ivoire qui défie cet après-midi l'équipe du Ghana au stade Lat Dior de Thiès. Préparation de la rencontre Sénégal-Brésil du 10 octobre prochain. Les Lions du Sénégal sont arrivés ce matin à Singapour. On parlera également de tennis avec la préparation de l'organisation du tournoi international des jeunes de tennis de Dakar. À tout à l'heure, Malal, pour le déroulé de ce menu. À suivre notre reportage Safar. À 9 jours du Grand Magal de Touba, nous irons à Kédougou où la question du transport des pèlerins est au centre des préoccupations. Malgré tout, la communauté mouride de la région se prépare avec ferveur. Et puis, point de vue sur le système de retraite du Sénégal à la lumière des derniers événements survenus à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, l'IPRES. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Les passagers du vol d'Ethiopian Airlines qui devaient quitter l'aéroport Blaise Diagne de Diass ont eu la peur de leur vie. Ce matin, quelques minutes seulement après le décollage, l'un des réacteurs de l'avion a pris feu, obligeant le pilote à faire demi-tour. Le feu a été vite maîtrisé et après une belle frayeur, surtout chez les passagers, le trafic a repris normalement à Diass. Explication, Koumba Sandiane Faye. Le vol 908 de la compagnie Ethiopian Airlines, juste quelques minutes après son décollage, a connu un incendie qui a suscité la panique chez les 90 passagers qui étaient à bord. Le pilote fait demi-tour. Abdou Hadr Nongo, plus connu sous le nom de Gili CSB, témoigne. Quand le vol a décollé, 5 minutes après, nous avons entendu un grand bruit. L'avion a pris feu sur le côté droit, mais le pilote est retourné sur la piste. Il a réussi à atterrir. Vraiment, nous avons eu très peur, mais Dieu merci, tout s'est bien passé. D'après le pilote, il a essayé d'alerter, mais il ne parvenait pas à joindre les gens qui étaient à la tour de contrôle. N'empêche, il s'est débrouillé pour atterrir. Mais après, finalement, plus de peur que de mal, le dispositif nécessaire a été déployé, rassure Tidiane Tamba, chef du département des relations publiques et de la communication de l'AIBD. Quand nos services ont été alertés de cet incident-là, automatiquement, le plan d'urgence a été activé. Cela s'est très bien déroulé en parfaite harmonie et en collaboration avec les équipes d'urgence au sol, les sapeurs-pompiers et l'équipage à bord. L'avion a pu se poser tranquillement et les secours d'urgence ont été effectués très rapidement. Les passagers qui étaient à bord ont été acheminés au niveau de la salle d'embarquement. Présentement, ce qu'il faut dire, c'est que tous les vols à destination ou à partance de Dakar s'effectuent comme c'était prévu. Selon le responsable, l'incident est derrière nous. Les opérations se déroulent normalement. Et sur ce qui pourrait déclencher ce feu, Tidiane Tamba ne veut pas trop s'avancer. Allons à présent dans la région de Matam où l'hôpital de référence de Ourossogui se trouve dans l'impossibilité de prendre en charge les urgences, la faute à une pénurie de sang dans la banque du principal hôpital de la région et même du département de Bakel. Les techniciens lancent un véritable cri du cœur
Correspondance Ali Bandelnian. C'est un véritable cri du cœur des techniciens du laboratoire de l'hôpital de Ourossogui. Plus d'une seule poche de sang dans cet unique centre de référence des hôpitaux de Matam, de Pété, de Bakel, en plus des 4 districts de la région. Le point avec Seynabou Ndiendeyad. Effectivement, actuellement, nous sommes en période de rupture de sang. Toutes les activités où le sang est important sont retardées parce que les urgences vitales, souvent, s'il n'y a pas de sang, on les perd. Nous fonctionnons actuellement comme une banque de sang régionale, mais depuis l'hôpital de Matam qui est là, les activités de don de sang n'ont pas encore commencé au niveau de Matam. Donc c'est nous qui supportons, que ce soit dans les 4 districts, l'hôpital de Matam, l'hôpital de Ourossogui. Il n'y a pas de sang. À l'instant où nous sommes, il n'y a pas de poche O+ disponible, il n'y a pas de poche B+ disponible. Ce qu'on a, c'est des poches AB. AB, c'est le receveur universel. Dans la situation actuelle, même les forces de défense qui étaient souvent sollicitées ne sont plus en mesure de fournir le sang. C'est des effectifs qui sont là, comptés, et chaque personne qui donne va redonner dans 3 mois. Donc des fois, même pour la gestion des urgences, nous tapons sur le camp et sur le personnel de l'hôpital. Des fois, nous appelons, nous n'avons pas. Malgré les efforts dans le déploiement des médecins spécialistes et l'ouverture des services d'urgence au niveau des hôpitaux de Matam et de Ourossogui, cette rupture actuelle de sang constitue un danger contre les femmes en accouchement et les accidentés de la route en particulier. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Parlons maintenant du plan Orsec qui avait été mis en place par les autorités au lendemain des fortes pluies qui avaient causé des inondations sur toute l'étendue de la région de Dakar. Rufisque, les populations entendent parler du plan Orsec, mais les populations, elles n'en entendent parler que dans les médias. Depuis l'annonce de son déclenchement par les autorités, de nombreuses maisons sont toujours sous les eaux. Ces populations demandent à l'État de respecter ses engagements simplement. Reportage à Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Astou Diouf crie ainsi sa détresse. Les eaux de pluie colonisent toujours sa maison située à Ndargounda, l'un des quartiers de Rufisque qui souffre le plus des inondations. Chaque année, on vit la même situation et nous sommes vraiment fatigués. L'eau va jusque dans nos chambres. On n'a même pas un endroit où manger. Vous me trouvez en train de chercher du sable pour réduire les dégâts. Pourtant, ces victimes d'inondations gardaient un brin d'espoir avec l'annonce des autorités du plan Orsec. Trouvé dans sa maison où il y a de nombreuses flaques d'eau de couleur verte, Pape Cissé se désole du non-démarrage de ce plan annoncé en grande pompe. Rufisque ne ressent pas pratiquement ce plan-là. Actuellement, toute la population est en train de vivre un calvaire donc, par rapport à ces eaux stagnantes que nous vivons. Nous attendons encore une fois l'appui de l'État pour qu'on puisse mettre en terme cette situation. Pas de pompe ni de service d'hygiène. On avait l'espoir, vraiment, on avait l'espoir. À chaque fois que l'État lance ce plan Orsec, on attend notre part. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Très fatigués d'attendre, les populations des zones touchées par les inondations à Rufisque invitent les autorités à respecter leurs promesses. Aujourd'hui, ils craignent la prolifération des maladies comme le paludisme et le choléra. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Dans le département de Dakar, plusieurs commerçants du marché de Grand Yoff ont décidé de ne plus payer les taxes municipales. Ils en veulent au maire qui, selon eux, n'a rien fait pour mettre un terme au ruissellement quotidien des eaux usées. Conséquence, les clients se font rares parfois et le manque à gagner se fait ressentir chez ces commerçants désabusés. Reportage, Mamadou Amar Ndione. C'est une odeur irrespirable qui s'exhale des eaux usées. La cohabitation avec les commerçants est insupportable à l'image de la colère noire de Barassadi. Nous vivons depuis 12 jours avec ces eaux usées-là. Personne ne rentre ici au marché. Les clients s'arrêtent. Oui, parce que les clients, quand ils voient l'eau, ils vont retourner. Depuis 10 jours, nous vivons personne ici. Nous vivons des moments très difficiles ici au marché. Les commerçants dénoncent la présence quotidienne de ces eaux nauséabondes. Fatou Diop, cette mère de famille, a l'air agacée. Nous quittons chez nous le matin de bonne heure, mais nous sommes gênés par cette eau qui sent mauvais. Impossible de manger dans ces conditions. C'est une situation qui perdure. Nous voulons qu'on nous vienne en aide, notamment à l'ONAS, pour assainir ce marché. Certains commerçants sont même tombés malades. Nous sommes fatigués. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pris le petit déjeuner. Hier, c'était très compliqué. Là, de patauger dans les eaux usées, ces commerçants ont fini par décréter un mot d'ordre. Aujourd'hui, nous arrêtons de payer les taxes municipales jusqu'à un nouvel ordre. Si l'eau n'arrête pas, nous allons barrer la route centrale.
Parce que le délégué vise les eaux, le maire vise les eaux, mais personne ne peut faire quelque chose. Dans plusieurs allées du marché de Grand Yoff, le décor est le même. Les eaux qui agressent les narines font fuir les clients et font chuter le chiffre d'affaires des commerçants. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h10, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières dénonce le refus du rapatriement de la dépouille d'Alkali Cissé au Sénégal pour une dette de 3 milliards de francs CFA non remboursée par le défunt. Boubacar Seye parle de violation des droits de l'homme et demande aux autorités sénégalaises de faire preuve de fermeté. Il était en conférence de presse tout à l'heure. Écoutons Boubacar Seye au micro de Salimata Aoua. Le cas Alkali Cissé est une autre opportunité pour relancer le débat sur l'assistance juridique, diplomatique de tous ces Sénégalais qui ont maille à partir avec la justice. Alors que l'État saoudien aujourd'hui réclame 3 milliards pour le rapatriement du corps de Alkali Cissé, je ne sais pas comment il faudra peut-être qualifier cela, mais je crois que la honte ou l'horreur même a atteint son paroxysme. Parce que ça, c'est du jamais vu, qu'on puisse quand même condamner une personne jusqu'à ce qu'il soit mort. Maintenant, on condamne le corps. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je crois que, en tout cas, nous interpellons l'opinion nationale et internationale sur le cas Alkali Cissé et nous exhortons l'État du Sénégal à plus de fermeté et de responsabilité dans ce dossier migratoire qui, je le répète encore une fois, pose des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Dans l'actualité politique, les instances du Parti socialiste reprennent leurs activités plus de 3 mois après le décès d'Ousmane Tanor Dieng. Réunion cet après-midi du secrétariat exécutif national. Cela dans un contexte particulier avec la sortie de prison de Khalifa Ababakar Sall. Le Parti socialiste fait aussi face à un problème de leadership interne. Bref, plusieurs défis à relever. Georges Déthié Diop. La réunion va être présidée par Aminata Mbengue Ndiaye, première secrétaire générale adjointe du parti. Au lendemain du décès de Ousmane Tanor Dieng, des voix se sont élevées pour contester l'intérim au PS qu'elle assure désormais. Alors cet après-midi, les socialistes devront remettre les choses à l'endroit et mettre de l'ordre dans leur formation. Le Parti socialiste, un navire sans capitaine. Du coup, le principal défi va consister à surmonter les dissensions pour se trouver un nouveau chef, un nouveau secrétaire général. Les prétendants ne manquent pas, qu'il s'agisse d'ambitions affichées ou cachées. Ainsi, Aminata Mbengue Ndiaye aura l'immense tâche de préparer le prochain congrès tout en évitant l'implosion. Et les dissidents, dans tout cela, des retrouvailles seront-elles envisageables avec les khalifistes? Selon certains, c'était le vœu de Ousmane Tanor Dieng avant sa mort. Seulement, ces retrouvailles pourraient se heurter à la ligne dure du parti. Celle-là qui considère que le PS d'après Tanor se fera sans Khalifa et compagnie exclus. Khalifa Sall, justement, une équation pour le Parti socialiste. Il tisse sa toile depuis sa libération. L'ex-maire de Dakar compte puiser dans le grenier socialiste sa famille naturelle. A-t-il des sympathisants encore dans le parti? Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie vont devoir composer avec cette donne. Une autre à ne pas occulter, le compagnonnage avec l'allié Macky Sall. Les retrouvailles Wade-Macky, un fait nouveau à intégrer dans la corbeille, tout comme la présidentielle de 2024. Les élections locales aussi pour un parti qui a marqué l'histoire du Sénégal. En définitive, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie ont du pain sur la planche. Georges Déthié Diop, toujours dans l'actualité politique, l'ancien maire de Djidé Thiaroye Kao dans la banlieue dakaroise, Alioune Badara Diouk, dit non à l'élection des maires au suffrage universel direct. Selon lui, une telle décision va créer des problèmes. C'est ce que l'ex-maire de Djidé Thiaroye Kao, c'est pourquoi il interpelle le président de la République pour de larges concertations sur la question. Alioune Badara Diouk est au micro d'El Hadj Ndiogou Diène. Je ne vois pas la nécessité. Depuis la réforme de 1996, le maire est élu au suffrage universel indirect. Et je pense qu'il n'y a pas une tête de liste ici qui n'est pas élue. Les têtes de liste qui ne sont pas élues ne représentent pas 1% de l'électorat. Et je pense que ce que je dis là, si on arrive aux investitures, tous les partis politiques et organisations qui veulent participer aux élections auront des problèmes. Il y a aussi des aspects techniques pour ce point-là.
Comment on peut élire un maire qui doit avoir la légitimité avec moins de 20% ou moins de 25% dans une localité? Soit on a le courage de dire que le maire est élu au suffrage universel direct, mais avec une majorité absolue. L'élection est à 2 tours pour donner au maire la légitimité. Et une fois que le maire a la légitimité parce qu'il est élu au suffrage universel direct, c'est au maire de choisir ses adjoints, comme un gouvernement local. Donc tous ces aspects doivent être élucidés pour que, avant que ce projet de loi-là n'arrive à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un débat sur ce point-là. Parce que nous ne pouvons pas élire un... Oui, il faut attirer l'attention de l'exécutif, donc avant qu'on aille déposer la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, à 3 jours de la séance plénière de l'Assemblée nationale sur la modification du règlement intérieur et sur l'affaire dite des 94 milliards que le député Ousmane Sonko du PASTEF accuse l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo d'avoir détourné, les différentes parties se mènent depuis quelques jours une véritable guerre des mots. Les avocats du leader du PASTEF feront face à la presse cet après-midi d'ailleurs. Et puis, cette réaction du 3e vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR sur les alertes de Ousmane Sonko, le leader du PASTEF qui accuse le régime de Macky Sall de tentative de liquidation dans l'affaire des 94 milliards. Abdou Mbow dément et parle de victimisation. Pour lui, c'est le voleur qui crie au voleur. Abdou Mbow était l'invité de RFM Matin. L'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas un tribunal ni une juridiction qui peut juger quelqu'un. L'Assemblée nationale légifère et n'est pas une juridiction. Ça, c'est un. Deuxièmement, M. Sonko, quand même, doit comprendre que la victimisation dans cette affaire ne peut pas passer parce que c'est lui-même qui a révélé qu'il y a un scandale de 94 milliards en accusant nommément Mamour Diallo de détournement. Donc, je pense quand même qu'il faut que M. Sonko sache, que les Sénégalais comprennent ce qui se passe et la victimisation ne peut pas passer dans cette affaire et que nous, en tant qu'Assemblée nationale, tout ce qu'on doit faire, c'est de déposer le rapport et de travailler sur ce rapport le 11 en plénière pour délibérer si on va publier une partie ou tout le rapport. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À Saint-Louis, 8 personnes, dont 2 femmes, ont été interpellées au lendemain d'une manifestation contre la démolition de leur maison. Les démolitions ont eu lieu à Bango et Ngalel hier et ces interpellations sont intervenues évidemment aujourd'hui. Un mot d'économie avec l'ouverture aujourd'hui de la 36e Assemblée générale de la carte brune de la CEDEAO. La carte brune est un dispositif assurantiel communautaire qui a pour principal objectif de régler dans les meilleurs délais les indemnités des ayants droit en cas de sinistre impliquant un assuré, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu du sinistre dans l'espace de la CEDEAO. Voyons justement l'efficacité réelle de ce dispositif avec un exemple concret, celui d'une affaire de paiement d'assurance qui met en cause une société malienne de transport dénommée Tilemsi, dont le bureau à Dakar est situé à la gare routière des Beaux Maraîchers. En 2018, cette société a été impliquée dans un accident de la route qui a coûté la vie à un passager à Tambacounda. Mais Tilemsi refuse de collaborer avec la famille du défunt Serine Bakengom. Les détails avec notre correspondant dans la banlieue de Dakar, Ndongoka. Un commerçant de son vivant faisait la navette entre Mali et Sénégal à bord des bus de la société malienne de transport Tilemsi. Son dernier voyage remonte à septembre 2018 après un accident à hauteur de Goudiri. Évacué, Serine Bakengom succombe sur son lit d'hôpital. Cheikh Ngom, frère de la victime. Il était dans le coma. Je suis arrivé à Tamba le dimanche matin et j'ai préparé les papiers pour l'évacuation sur Dakar. On a appelé SAMU pour réserver une place dans un hôpital public, mais à notre grande surprise, le lundi vers 4h du matin, on nous a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Depuis lors, la famille du défunt Serine Bakengom court après l'assurance, mais elle bute sur le refus de coopération de Tilemsi. C'est la société de transport Tilemsi. C'est une société malienne qui se base ici à Dakar. Actuellement, le problème se trouve au niveau du tribunal de Tamba parce qu'on doit avoir le PV pour pouvoir commencer les procédures au niveau de l'assurance. Actuellement, il nous faut le nom du chauffeur. Ces personnes déléguées par la société Tilemsi, je lui ai appelé à maintes reprises, mais il a refusé catégoriquement parce qu'il m'a dit qu'il ne connaît pas le nom du chauffeur. Et moi, je juge ça absurde. Cheikh Ngom ne compte pas abdiquer puisqu'il souhaite se rendre au Mali à la société mère de Tilemsi pour que ce dossier puisse avancer. Nongoka Guédiouaï, RFM.
Pour clore ce chapitre actualité nationale, la zone militaire numéro 1 de l'armée a un nouveau commandant. Il s'agit du colonel El Hadj Malick Diagne. Ses priorités, appliquer les orientations du commandement. La cérémonie officielle de remise de drapeau a eu lieu ce matin au camp militaire Dial Diop en présence du général d'armée, chef d'état-major des armées, Amadou Sabarba. Une cérémonie empreinte de solennité. Le colonel El Hadj Malick Diagne est officiellement le tout nouveau commandant de la zone militaire numéro 1 de l'armée. Un terrain qui n'est pas inconnu pour cet ancien élève de Saint-Cyr de la France. Le colonel Diagne décline déjà sa feuille de route. La priorité numéro 1, c'est de mettre en œuvre les orientations prioritaires du commandement. Ensuite, voir ce qu'on peut améliorer dans l'existant. Comme on dit, nous, on est un bras armé du commandement, donc tout ce qu'on fait, c'est dans ligne directe des orientations du commandement. Le commandement de la zone militaire numéro 1, une lourde tâche, mais le colonel Diagne se dit conscient de sa mission. Être, je ne dis pas anxieux, mais mesurer à sa juste valeur la lourdeur de la charge. La zone militaire numéro 1, c'est la zone où se sont concentrées toutes les autorités pratiquement politiques et administratives, de même que les autorités militaires. Donc si on nous confie cette zone, cela veut dire que nous avons une lourde charge. Mais nous sommes confiants parce que nous savons que le commandement ne nous laissera pas tout seul. Titulaire d'un duel 2 en 3, une licence en géographie et un brevet d'enseignement supérieur aux États-Unis, le colonel El Hadj Malick Diagne a participé aux missions de maintien de la paix des Nations Unies, au Libéria et au Darfour. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour et bienvenue à vous, Binta Diallo. Merci, Souleymane. En Guinée, l'opposition appelle à manifester. Le 14 octobre prochain, pour dire non à un troisième mandat du président Condé, le Front national pour la défense de la Constitution ne veut pas de modification de la Constitution. Voyons tout cela avec Koumba Sandiane Faye. Depuis que le chef de l'État a appelé les Guinéens à se préparer pour aller au référendum et aux élections législatives, le Front national pour la défense de la Constitution appelle les Guinéens à des manifestations à partir de lundi 14 de ce mois, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, pour exprimer son opposition totale au projet d'un troisième mandat. Sidia Touré, président de l'UFR, parti de l'opposition, soutient que le peuple guinéen ne doit aucunement accepter d'être caporalisé et que l'opposition doit faire en sorte que le peuple démontre exactement où est la légitimité. Quant à Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition, lui dénonce les futures législatives programmées sans consensus. L'opposant parle de mascarade électorale qui se prépare à travers les législatives pour octroyer au président de la République la majorité nécessaire à l'adoption de la Constitution par une assemblée qu'il qualifie d'illégitime et d'illégale. Au Mali, l'opposition boycotte le lancement du dialogue national. Les partis politiques, dont le principal parti de l'opposition, ont refusé d'assister au lancement du dialogue politique hier. Ils dénoncent le fait que le dialogue ne soit pas inclusif. Les détails avec Daouda Diouf. Les boycotteurs parlent de tout sauf de dialogue national. Pour Demba Traoré, ministre malien et membre de l'URD, principal parti de l'opposition, je cite, « Je pense que le Mali a dépassé ceci et se donner les loisirs de continuer d'aller à des formes d'évaluation et de proposition, c'est contre-productif. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de ne pas participer. » Et comme d'autres formations politiques, il précise que les conditions demandées par l'URD pour accepter de participer au processus du dialogue national qui vient d'être lancé, principalement, il y a la mise en place du comité paritaire, opposition, majorité, société civile, et deuxièmement, il y a l'adoption de résolutions exécutoires qui vont s'imposer à tout le monde. Du côté du gouvernement malien, on affirme qu'aucun sujet ne sera tabou au cours de ce dialogue national inclusif. La gouvernance, la sécurité, le projet de révision constitutionnelle ou encore l'accord de paix d'Alger sont au programme du dialogue national. L'opposition malienne veut que ce qu'on appelle conférence nationale souveraine se tienne au Mali. En Afrique du Sud, le fils de l'ex-président Zuma, cité dans une affaire de corruption. Doudouzane Zuma a fermement démenti devant la commission d'enquête avoir participé à une affaire de corruption. Les faits remontent à 2015 sous le magistère de son père Jacob Zuma et ce sont ces mêmes accusations de corruption qui avaient poussé la commission d'enquête à contraindre Zuma à la démission de son poste de président de la République. Et en France, Souleymane, le président Macron a rendu hommage aujourd'hui aux fonctionnaires de la préfecture de police tués le 3 octobre. Emmanuel Macron a appelé les Français à faire bloc. Il a également promis un combat sans relâche face à ce qu'il appelle le terrorisme islamiste. Merci Binta Diallo. RFM Sport.
Bonjour à vous, Malal Diagne Junior. Bonjour, Suleiman. Football d'abord, les Lions sont arrivés à Singapour depuis ce matin. Ils vont jouer jeudi prochain contre le Brésil, une rencontre amicale internationale. Les Lions du Sénégal donc sont arrivés après s'être entraînés en France. Quelles sont les nouvelles de la tanière? Nous avons posé la question à l'un des envoyés spéciaux du groupe Futur Média à Singapour, Bakary Cissé, pour plus de détails. C'est dans une ambiance bon enfant que l'équipe du Sénégal est bien arrivée à Singapour vers les coups de 15h30 heure locale. Et donc ils n'ont pas tardé à l'aéroport puisque toutes les dispositions ont été prises par les autorités singapouriennes mais aussi par les fédéraux qui les ont précédés ici. Et quelques minutes après, les Lions se sont engouffrés dans leur bus pour retrouver le Swiss Hotel qui leur sert de tanière ici à Singapour. Mais la particularité, c'est qu'ils ont trouvé sur place plus de 50 supporters singapouriens qui scandaient les noms de ces lions, surtout Sadio Mané. La majeure partie de ces adolescents étaient habillés aux couleurs de Liverpool, donc pour dire exactement que le ton est déjà donné et que les Lions sont déjà dans le vif de leur sujet. Dans le vif de leur sujet, match donc prévu jeudi prochain à 12h, heure de Dakar et du Sénégal. L'absence également de Mbaye Amadignan fait débat. L'attaquant de Rennes a refusé d'embarquer pour raison de blessure. Est-ce que cela peut être une occasion pour les jeunes loups sur la ligne d'attaque pour se montrer au grand jour? Réponse avec ce dossier de Sodojam. Le Sénégal face à une grande nation de football, le Brésil, mais sans l'un de ses attaquants majeurs, Mbaye Niang. Pas d'inquiétude à se faire selon le technicien Tassirou Diallo. Ce sera une perte pour nous, mais pas une très grande perte. Maintenant, on a eu la chance de jouer contre le Brésil. Aussi, on a eu la malchance d'avoir un de nos attaquants qui ne va pas jouer. Mais j'espère que aussi la porte sera ouverte pour Habib Diallo, qu'on va voir. Parce que c'est pour ça, c'est une continuité. L'équipe, il y a des attaquants qui sont à la porte de l'équipe nationale. Donc, c'est le moment, de penser à ces jeunes-là pour qu'on puisse les voir évoluer pour ce match. Deux jeunes attaquants qui méritent leur place dans la sélection, nous dit le technicien Momar Thioune. Pour lui, même si le Sénégal fait face au Brésil, Habib Diallo, tout comme Famara Diédhiou, sont capables de trouver le chemin défilé de la Seleção. Moi, je pense qu'ils avaient même leur place dans l'équipe précédente. Mais les places sont chères. Et chaque entraîneur a fait ses choix suivant les éléments en forme du moment. Mais je pense que c'est une bonne chose également que Mbaye Niang ne soit pas là et qu'on puisse voir à l'œuvre ces jeunes loups. Ça va leur permettre de les transcender. Ils seront très motivés et je pense que leur intégration dans la tanière, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ils ont été déjà en équipe nationale. Ils vont retrouver cette place. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient là. Nous ne marquons pas beaucoup de buts et à partir de ce moment donc, à Diallo et Famara Diédhiou pouvoir faire la différence. Et jouer contre le Brésil, c'est motivant parce que c'est un pays de football. Les deux consultants de la RFM font confiance à ces jeunes attaquants. Pour eux, c'est le moment de prouver en sélection. Tournoi de l'UFOA, on joue la première demi-finale ce soir. À Thiès, au stade Lat Dior, et la Côte d'Ivoire va défier le Ghana. Demain, ce sera au tour du Sénégal de tenter de valider son ticket pour la finale et ce sera face au Mali. Match à suivre en direct sur RFM. Merci Malal Diagne Junior. Parlons tennis maintenant. Dakar, capitale du tennis chez les jeunes. Et ce sera à partir du 21 octobre Suleiman, un tournoi international appelé World Tennis Tour. Il sera organisé par la Fédération sénégalaise de tennis. Pourquoi une telle initiative? Réponse avec le président de la Fédération de tennis, Issa Mboup. Les jeunes que nous avons ont besoin de compétition, de l'expérience. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, nous avons plusieurs pays qui sont engagés. Vous savez que c'est des engagements individuels qui se font, mais des nationalités. On a 40 nationalités qui sont attendues et qui viennent d'assez loin. Souvent, on en a qui viennent d'Ukraine, d'Estonie, de la Hongrie, de la Finlande, de l'île Maurice, de la Pologne, de Belgique, du Canada, de l'Allemagne, un peu partout. Jusqu'en Inde, il y a des gens qui sont inscrits dans le tournoi. Et c'est ça, un tournoi cette fois-ci de 2 semaines qui va commencer le samedi 19 jusqu'au samedi 26, la première semaine, et l'autre commencera du samedi 26, du mois prochain. En termes de participation au niveau sénégalais, oui, nous avons celui qui avait remporté le tournoi de l'année dernière, qui est toujours sur déjà la rampe de lancement. Nous avons Nicolas Jadoun, nous avons Seydina André, nous avons également Ali Obala, Cherning, nous avons Olivier Mendy, Barre Diop, nous avons Libas Ming, Moustapha Diop,
nous avons aussi Cheikh Abdoulahat, ça du côté des hommes. Et du côté féminin, nous avons Fatima Tobé, nous avions Lamia Nian, Sorna Ndiaye, Mariama Diallo et Louise Lapsus. Donc on a à peu près une quinzaine de joueurs sénégalais qui seront alignés pour ce tournoi. Il y a une joueuse du nom de Nian dans les rangs de cette équipe nationale du Sénégal, Suleiman. Et c'est pas nouveau. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à vous, Malal Diagne Junior, et surtout bon appétit. Merci. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Magal de Touba, édition 2019, les préparatifs vont bon train. À Kédougou, la Fédération des Mourides, forte d'une trentaine d'associations, s'active autour des derniers réglages, notamment sur le volet transport, véritable casse-tête pour les pèlerins qui doivent rallier la ville sainte de Touba. Reportage de notre correspondant à Kédougou, Ibrahima Djebakhaté. La communauté mouride de la région de Kédougou se prépare activement pour honorer sa présence au Grand Magal de Touba, édition 2019. Depuis le premier jour du mois de Safar, les préparatifs ont démarré par des actions de bienfaisance qui sont menées un peu partout à travers les quartiers de la commune. Ahmad Pen est le chargé de la communication. Le Magal de Touba se prépare, comme le dit le Khalif, par des récitations de Coran d'abord, des Khassidas, les berndes. Vous appelez comment on appelle les berndes, comme le Seigneur Salou le disait. On prépare les festins et on donne à boire, à manger, le café Touba, et on fait ça gratuit. Depuis combien de temps? Bon, depuis que le Safar a débuté jusqu'à maintenant, dans chaque coin, il y a des courriels ou des daïres qui s'habituent à ça, quoi. C'est un digle de Serigne Touba. Parce qu'il avait dit, le Magal, c'est rendre grâce à Dieu. Pour atténuer le coût du transport, des initiatives sont envisagées par les membres de la commission en charge du transport, Ahmad Pen. Avec des locations, des daïres, et Inch'Allah, d'ici le 15, à partir du 15, nous tous, on va prendre des bus et aller à Touba. Bon, le tarif, c'est à 8 000 francs. C'est le Magal, tout le monde veut y participer. Il y a des transporteurs, ils vont faire des avantages pour les clients. C'est pourquoi le Magal, le plus cher, c'est 8 000 francs. Cette forte mobilisation des Mourides leur a permis de résoudre la lancinante question du transport qui hante le sommet des pèlerins. Ibrahima Djebakhaté, Kédougou, RFM. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 8 octobre 2019 est lue et commentée par Georges Détché-Diop. Encore Ousmane Sonko. De quoi a peur le leader de PASTEF? La question barre la une du quotidien L'Observateur. L'interrogation fait suite à ses alertes sur une tentative de liquidation politique dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'Obs parle d'une posture assez ambiguë de celui qui dénonçait l'inertie du procureur de Macky Sall et qui voulait mettre les choses au clair en saisissant le doyen des juges par une double plainte. Mais en alertant sur sa future arrestation, sur une tentative de liquidation contre lui, l'Obs se pose la question de savoir si Sonko ne verse pas dans la victimisation. De quoi a-t-il peur? N'aurait-il pas les preuves de ses accusations? Craindrait-il un retour de bâton? En tous les cas, le journal du groupe Futur Média souligne que Mamour Diallo a annoncé une plainte contre lui pour diffusion de fausses nouvelles, entre autres. Et à la suite de ces alertes de Sonko, Sud Quotidien s'intéresse à ce qu'il appelle la liquidation politique d'adversaires à la magistrature suprême. Et c'est pour affirmer que Macky Sall double Diouf et Wade et Macky, ils sont à la une de l'As. La photo des retrouvailles à la grande mosquée Massalikul Jinan et en médaillon celle de Karim Wade. Mon confrère fait ainsi état d'un grand deal sur l'affaire Karim Wade qui a tenu en haleine le landerneau politique. Réaction de Samuel Sarr, l'ancien ministre déclare dans le journal L'As que parler de deal serait un acte blasphématoire. L'As qui s'arrête par ailleurs sur la nomination par décret du nouveau directeur général de l'IPRES. Selon mon confrère, les syndicalistes préparent une riposte. L'UNSAS aussi est montée au créneau. Selon l'AS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal dénonce la nomination d'Amadou Lamine Dieng qu'elle juge illégale. Un décret révocable si l'on se fie à l'Observateur pour qui Macky Sall est pris dans le piège de l'IPRES. L'Obs révèle d'ailleurs que les syndicalistes de l'IPRES n'excluent pas de saisir le Bureau international du travail pour dénoncer ce qu'ils appellent les dérives du président Sall qui, selon eux, a violé les statuts de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Et
l'on parle de la plénière de l'Assemblée nationale vendredi prochain. Il sera surtout question du règlement intérieur. Le journal Le Quotidien informe que la proposition de loi a été votée hier à l'unanimité en commission. Mais qu'est-ce qui va changer maintenant? Selon Le Quotidien, la commission économie générale va être divisée en deux. Il est aussi prévu la création d'un comité d'évaluation des politiques publiques. Dans les Échos, l'ancien député Tierno Bokoum donne son avis sur le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour le président du mouvement Agir, la majorité n'a pensé qu'à augmenter ses privilèges et qu'à la place d'une extension des prérogatives des députés, ils ont restreint l'initiative parlementaire. À la une de Enquête sécurité aérienne et terrestre, le Sénégal se blinde. Le journal révèle que le gouvernement sénégalais a fait appel à l'expertise de l'américain Security Port pour mieux superviser les points de passage stratégiques aériens et continentaux. Enquête de faire savoir que 10 nouveaux postes frontaliers seront pleinement opérationnels avec un équipement de pointe et tous les points de passage importants d'entrée ou de sortie du pays seront renforcés. Une affaire qui a tout d'un scandale. C'est à la une de Tribune. Elle est relative à l'organisation en mars 2021 du 9e Forum mondial de l'eau. Le journal Tribune informe que le Sénégal paie 2,6 milliards de francs CFA à des privés français. L'accord cadre a été paraphé le 23 juin 2018 entre Benedito Braga et Mahamad Boun Abdallah Dionne, alors Premier ministre du Sénégal. Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, lui rassure. Il projette des retombées effectives au plan économique, culturel et politique. Mais Mignane Diouf, président du Forum social sénégalais, confie qu'il ne connaît pas un forum où on demande une telle somme au pays organisateur. Un coup d'œil à présent dans Source A. Il est question des grèves dans les universités de Bambey, Saint-Louis et des tensions à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le journal parle d'une vendetta des écoles publiques contre l'État. Titre de Source A. Horizon bouché pour le Tierno de Ndioum, comprenez le ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne. Selon Source A, les étudiants qui se sont rendus ces derniers temps au niveau des établissements privés pour réclamer leur diplôme ou des attestations ont été éconduits par les responsables de leurs anciennes crèches, ce au motif que l'État ne leur a pas encore payé ce qu'il leur doit, 12 milliards de francs CFA. Et de Ziguinchor à Saint-Louis en passant par Bambey, la colère estudiantine et professorale a atteint un point culminant. Conséquence, selon Source A, il y a une peur sur l'année académique 2019-2020. Et l'on termine par les sports avec le match Brésil-Sénégal de jeudi prochain. Ce sera sans Mbaye Niang. Mbaye Niang qui refuse d'embarquer malgré le fait que le staff médical ait invalidé son forfait. Record précise que Mbaye Niang a refusé de se mettre en tenue pour embarquer en direction de Singapour. L'attaquant de Rennes a invoqué une blessure qui l'empêche de voyager. Sous un autre aspect, Record souligne qu'Aliou Cissé est déjà dans son match. Son objectif, causer des problèmes au Brésil. Nous allons parler dans les 10 prochaines minutes du système des retraites au Sénégal. Et pour ce faire, nous sommes en ligne avec M. Mademba Sok, ancien président du conseil d'administration de l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, et secrétaire général de l'UNSAS, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Également avec Abdou Fouta Diahoumpa, ancien inspecteur du travail et spécialiste des questions de retraite. D'abord, M. Mademba Sok, bonjour. Bonjour. Première question, bien naturellement, une question d'actualité. Le conseil d'administration de l'IPRES va se réunir demain. Au lendemain de la nomination par décret présidentiel du nouveau directeur général de l'IPRES. Vous avez entendu toute la polémique qu'il y a autour des prérogatives du chef de l'État en la matière ou non. Quel est votre point de vue sur cette question précise? Je voudrais simplement dire que je ne suis pas un observateur, je suis un acteur. Ce processus-là, le président n'a pas pris de décret pour nommer les directeurs. Ça a été, l'information a été donnée au niveau du Conseil. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est apparu que le président de la République connaît ses limites par rapport à ce problème-là et a décidé de laisser au Conseil d'administration toutes ses prérogatives. C'est dans ce cadre-là qu'une réunion a été convoquée mercredi pour engager le processus de nomination du directeur général en remplacement du directeur sortant. Donc nous sommes dans ce processus-là aujourd'hui. Maintenant, je crois que Madame Bassok, la marge de manœuvre du conseil d'administration
pour dire le moins, est très, très restreinte. Il y a un seul candidat, celui qui a été annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres. Non. Mais je dis ça ne dit que le gouvernement. D'accord, très bien. La marge du Conseil d'administration n'est pas étroite. Le Conseil va retrouver la pleine de ses prérogatives. Et le Conseil va certainement aller vers un appel à candidature. Et dans ce lot-là, le candidat qui a été proposé par l'État, c'est une fausse nomination, ce candidat-là devra postuler au même titre que tout Sénégalais. Mais vous voyez d'ici quand même la situation, si le candidat annoncé dans le communiqué du Conseil des ministres n'était pas le candidat retenu finalement par le Conseil d'administration. Mais ce serait un désaveu. Non, il n'y a pas que... On a eu des antécédents. Je ne veux pas parler de l'histoire de M. Malik Kamara. Il y a eu des antécédents. Et le Conseil a toujours refusé. Donc, cependant, sur les dispositions de l'article 27 des statuts, le Conseil a toujours refusé que le secrétaire général soit nommé par l'autorité politique. Ça, c'est la règle. Et je pense qu'aujourd'hui, et mercredi, vous verrez que le Conseil n'ira pas dans le sens de confirmer le candidat qui a été nommé. En tout cas, dont la nomination a été annoncée par le Conseil des ministres. Très bien. La question du jour, le système des retraites au Sénégal, un système décrié tant par les pensionnaires que par des observateurs, des spécialistes, etc. Et dans le même temps, l'IPRES se félicite quand même des avancées notables qui ont été enregistrées ces dernières années, au nombre desquelles la mensualisation de la pension. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, très rapidement ? La retraite ne se pose pas. Je pense qu'on est sous l'empire d'un système qu'on appelle par répartition. Donc, mais il y a beaucoup d'aléas qui interviennent, notamment la question du plafonnement des cotisations. Aujourd'hui, le plafond au régime général est de 360 000 francs. Au niveau du régime cadre, le plafond est de 1 80 000. Donc, ce ne sont pas des amplitudes qui peuvent permettre d'avoir des retraites dignes. La question des questions est de savoir si, par rapport à la modification de la loi 75-50 qui institue par capitalisation, il n'est pas possible d'aller vers ce qu'on appelle un système par pension de concepts qui se déroulent dans le monde. Et je pense que par rapport à cette question-là, la faiblesse des pensions est une chose. Maintenant, il y a une réponse immédiate de l'État, vraiment, qui a institué ce qu'on appelle la pension minimale. Et sous l'empire d'un régime contributif, la pension minimale est différente du minimum vieillesse. Et la pension minimale, elle permet peut-être à l'État et à l'IPRES d'octroyer des sommes qui ne découlent pas de cotisations versées, donc du régime contributif en tant que tel. Notamment sur ces réserves. Pardon ? Notamment à partir de ces réserves. Non, oui, mais les réserves, c'est un peu des réserves. On dit qu'il faut être des questions liquides et disponibles. Mais la question, c'est d'équilibre du système. Parce que moi, quand j'étais passé là-bas, on avait dit que le système était tangent depuis 2040 jusqu'en 2042. Et la question des pensions, à mon avis, n'est pas sans effet sur le comportement du portefeuille de l'IPRES en tant que tel. Donc, il y a une difficulté. Mais la question, c'est la question du plafond de cotisation qui se pose. Parce que dans les autres pays, les gens cotisent à due concurrence de leur salaire. Du montant de revenu brut. Aujourd'hui, c'est plafonné à 360 000. Et le taux d'appel de cotisation est de 14%. Depuis le décret 75-455, qui date de 1900. C'est autant de questions qu'il faut labourer. Et la conférence sociale avait permis de faire un pas dans cette direction-là. Et c'est ça qui a été à la base de la création de la pension minimale. Beaucoup de questions techniques, on reviendra là-dessus tout à l'heure pour expliciter 2 ou 3 concepts que vous avez évoqués tout à l'heure et qui ne sont pas évidentes pour le commun des mortels, disons. Le temps d'introduire Abdou Fouta Diakhoumpa, ancien inspecteur du travail et spécialiste des questions de retraite. Vous avez entendu l'intervention de M. Mademba Sock, notamment sur les questions techniques que j'évoquais tout à l'heure, la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Cette question du plafonnement des cotisations, autrement dit, quel que soit votre salaire, vous avez beau avoir 10 millions, au régime général, c'est 360 000 qui est pris en compte pour calculer le taux de cotisation. Et au régime complémentaire des cadres, il a donné la somme 1 800 000 si je ne m'abuse. Est-ce que ce modèle permet une survie de notre système des retraites au regard notamment de la structure démographique
des gens qui vivent plus longtemps, qui sont en meilleure santé, donc des gens qu'il faudra servir de plus en plus dans les années à venir. M. Diakhoumpa. Oui, je vous remercie. Je crois que le véritable problème qui se pose au niveau de la retraite, aussi bien pour les fonctionnaires que pour le privé, c'est le niveau des pensions. Maintenant, le niveau des pensions dépend des cotisations et de la durée des cotisations. Je veux dire que celui qui cotise plus longtemps aura une meilleure pension, de même que celui qui cotise plus aura un niveau de pension plus important. Il reste évident que le plafonnement est une mesure de sagesse, dans la mesure où le salaire au Sénégal, tout le monde comprend que ça n'a pas la même, en tout cas la même valeur sociale qu'en Occident, que le salaire c'est pas pour le travailleur et sa famille au sens occidental du terme, mais c'est pour tout le monde, plus ou moins. Donc, en retenir une portion considérable pour éventuellement une retraite, est-ce que cela n'empêcherait pas le travailleur d'être à l'aise, disons, du point de vue familial? C'est une question qui est là. Autrement dit, si vous dites, je prends 14% de tout le salaire brut, est-ce que ce qui va rester au travailleur, plus les impôts qui font plus ou moins 33%, 14 plus 33, ça vous fait presque maintenant 47% du salaire, est-ce que le reste permettrait aux travailleurs d'être à l'aise, d'autant plus que la plupart du temps, il y a les charges scolaires, puisque il est plus sûr d'envoyer ses enfants dans le privé à cause des grèves récurrentes qu'on observe dans le public. Donc, il y a tellement de choses qu'il faudrait analyser avant d'en arriver à ça. Je crois que quelque part, l'État pourrait aider, disons, aussi bien l'ISPES que le Fonds national de retraite, en versant normalement ces cotisations, parce que souvent, à ce niveau, les agents non fonctionnaires, l'État, en tout cas, ne verse pas régulièrement, en tout cas à temps, et ensuite, en pensant quelque part à affecter une partie des futures recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz à un fonds de retraite que se partagerait tous les pensionnés, pour ne pas dire retraités du Sénégal. Mon point de vue à ce niveau, c'est ça. Déplafonner les cotisations, oui, c'est possible, mais il faudrait comprendre aussi qu'il y a d'autres charges qui attendent le travailleur qui ne peuvent pas, disons, attendre, alors que la retraite, c'est après 60 ans. Donc, avant 60 ans, il y a des choses à régler qui, quelque part, sont supportées par le salaire. Est-ce qu'il faut privilégier la pension plus tard sur les charges quotidiennes? C'est une grande question qui est là. Merci beaucoup. En tout cas, merci de préciser qu'effectivement, nous avons deux catégories de retraités. Les retraités de la fonction publique qui relèvent du Fonds national de retraite et les retraités agents non fonctionnaires et agents du privé qui relèvent plutôt de l'IPRES. Justement, M. Mademba Sok, nous n'avons certainement pas le temps de développer un peu plus les questions techniques, mais peut-être deux questions très rapides. La première sur le modèle de retraite, le modèle par répartition. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité quand même de trouver un équilibre si on doit, fixer des minima au niveau de l'IPRES, mais il n'y a pas que les cotisations. L'IPRES a un patrimoine immobilier immense. L'IPRES place beaucoup d'argent sur les marchés financiers, notamment des obligations, des bons du Trésor, etc. Est-ce que ce n'est pas la voie à suivre justement pour éviter de mettre trop la pression sur les cotisations? La question, à mon avis, de la couverture de risque vieillesse est une question étant. Pour moi, au-delà de la ponction, donc de l'agression sur le pouvoir d'achat, il y a qu'aujourd'hui les travailleurs trouvent des retraites complémentaires dans les assurances. Je pensais qu'en imaginant une forme de retraite complémentaire au Sénégal, donc au niveau de l'IPRES, nous chez l'IPRES, certains peuvent volontairement déposer un certain nombre de ressources et peut-être les retrouver après.
ce qu'on appelle la certaine capitalisation. Donc la question est moins ça. La deuxième chose qui se pose, c'est que quelqu'un qui a un revenu de 5 millions ou 4 millions et quelqu'un qui a un revenu de 700 000 sont tous à 360 000. Donc c'est ça aussi la question. Maintenant, je pense que la répartition, donc, elle a ses avantages. La capitalisation également, on considère qu'elle a ses avantages. C'est peut-être pas forcément mon point de vue, mais la combinaison des deux systèmes, à mon avis, permet au travail d'avoir des... Parce qu'elle concerne le Fonds national de retraite, l'État a des amplitudes de cotisation de 23%, pour autant que ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, c'est la participation de l'État. Donc, il y a un problème. Et ensuite, sur la question des fonctionnaires de l'État, ils sont gérés par l'IPRES et ils ne sont pas gérés par le Fonds national de retraite. Donc, c'est autant de questions, de mon point de vue, qui interpellent tout le monde. Et il y a un débat qui est rendu utile par le climat économique et les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés. Parce que une chose est de dire qu'on est en activité, qu'on a, à mon avis, un certain nombre de revenus, mais quand vous perdez 70% de vos revenus quand vous allez à la retraite, il est évident que vous dialoguez avec des difficultés de façon permanente. Et pour moi, la question est de trouver un équilibre entre les revenus réalisés par les travailleurs et demain, disons, l'épargne qu'il met en place pour pouvoir bénéficier de notre retraite. Encore que les presse calculent sur la base donc d'un salaire de référence et calculent également, je ne veux pas patauger dans des questions techniques, également donc une valeur de points. Donc c'est autant de questions. Si on a été amené à mettre en place la pension minimale, c'est justement parce que le régime contributif ne permettait pas à certains d'avoir des pensions dignes. C'est pourquoi il y a un pourcentage donc du SMIC. Après, il y a la question de la pension de réversion pour les veuves, la pension de réversion pour les ayants droit. Donc c'est autant de questions. Moi, je pense que c'est des questions qui sont actuelles. Et il importe aujourd'hui que nous puissions trouver un espace de discussion. Absolument. Absolument. Merci en tout cas, M. Mademba Sok. Beaucoup d'autres questions que nous n'avons pas pu traiter, entre autres les relations entre le président du conseil d'administration et le directeur général, mais c'est une question marginale par rapport aux questions de fond que vous-même et M. Abdou Fouta Diakhoumpa avez posées. J'en profite pour le remercier également d'avoir participé à ce point de vue. J'espère que nous pourrons continuer sur d'autres aspects dans la partie